Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième émission de Waktan. Alors Waktan, c'est une émission qui rassemble des leaders d'organisations et l'objectif, c'est justement de réfléchir et d'apporter des solutions innovantes à des problèmes de société. Je suis Tchalandjouk Baré, le co-directeur régional pour Ashoka. Ashoka, c'est cette organisation pionnière qui a conceptualisé l'entrepreneuriat social et nous avons justement l'honneur d'avoir aujourd'hui à cette troisième émission trois éminentes personnalités d'organisation. Et comme vous le savez, pour ce qui s'agit de cette émission, nous avons décidé de nous focaliser sur l'éducation. Et juste pour un petit rappel, nous avons organisé au mois de novembre avec des partenaires un forum national sur l'éducation et la formation qui a réuni 80 organisations de décideurs politiques qui étaient là à cette rencontre. Et durant ce forum, nous avons eu des séries de recommandations et nous avons décidé justement de continuer les conversations avec quelques-uns de ces acteurs. Le thème d'aujourd'hui est autour du financement innovant de l'éducation et de la formation. Quelle stratégie? Et d'ailleurs, justement, ce thème a fait l'objet d'une des recommandations lors de ce dit forum. Et aujourd'hui, nous avons justement l'honneur d'avoir autour de notre table, et nous allons commencer de notre gauche à la droite, l'honneur aux femmes, Madame Massiami Nathalie Soumaoro, qui est responsable des programmes et des politiques sécurité safeguarding à ActionAid Sénégal. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Paré, merci de l'invitation. Merci. Alors nous avons Monsieur Abdoulaye Sall, justement, qui est au niveau du pôle de qualité interpays sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique à l'ADA, l'ADA qui est l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, qui est un des membrements de la Banque africaine de développement. Bonjour, M. Sall. Pareil, merci de l'invitation. Et pour terminer, nous avons M. Ali Mohamed Sinan, qui est spécialiste en planification des programmes éducation à l'UNESCO. Bonjour, très cher Sinan. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Heureux d'être ici. Alors, dans un premier temps, nous allons très rapidement donner également la parole à nos invités pour qu'ils puissent aussi parler un peu de leur parcours. Et justement, sur cette base, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous allons commencer par Madame Soumaoro. Merci, Monsieur Paré. Je suis Nathalie Soumaoro, juriste de formation, spécialisée en relations publiques et en relations internationales. Je travaille avec ActionAid depuis 2016 sur les questions d'éducation, mais aussi sur les questions de protection des femmes et des filles contre les violences et toutes sortes de discriminations. J'ai un peu traîné ma bosse en Afrique de l'Ouest sur les questions de développement local, les questions de changement climatique et de programmation basée sur le genre. Voilà. Merci. Oui, M. Sall. Voilà, merci M. Paré. Moi, je suis enseignant de formation, donc j'ai enseigné pendant plus d'une vingtaine d'années ici au Sénégal. Et également, j'ai été administrateur scolaire également pendant plus de 10 ans. Et depuis 3 ans, je suis chargé de projet du pôle de qualité sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique qui est hébergé par le ministère de l'Enseignement supérieur du Sénégal. Merci. Monsieur Sinan. Bonjour, moi je suis Ali Mohamed Sinan, je suis économiste de formation. J'ai auparavant travaillé au PNUD pendant 7 ans comme économiste du bureau des Comores et avant de rejoindre l'UNESCO, j'étais économiste au bureau du PNUD et puis je suis à l'UNESCO depuis un certain nombre d'années et j'ai travaillé d'abord dans un bureau central à Paris sur les questions de planification de façon générale et sur les questions de mobilisation de ressources. Et je suis à Dakar au bureau régional depuis 3 ans maintenant. Et je suis en charge en fait, de la planification, comme vous l'avez dit, et des questions de coordination sur les ODD 4 au niveau de l'Afrique. Merci. Super, merci. Alors, nous avons quelques chiffres et ces chiffres nous parlent surtout du budget consacré justement au niveau de l'État du Sénégal à l'éducation. Pour cette année, ce budget s'élève à 600 milliards, ce qui représente 25% du budget national, ce qui est conséquent. Et
nous avons aussi essayé de faire un comparatif et nous voyons qu'il y a eu une augmentation de 12% comparé à l'année dernière. Ce qui nous amène à comprendre qu'effectivement, l'État du Sénégal fournit des efforts. Mais force est de constater qu'en dépit de ces efforts, nous avons toujours des défis, que ce soit des abris provisoires, bien que dans la politique actuelle, il est question également de construire des écoles pour pouvoir justement pallier à ces défis d'abris provisoires. Nous avons aussi noté qu'il est prévu un recrutement de 8100 enseignants, ce qui est chose significative en termes de contribution pour la formation et l'éducation au niveau du Sénégal. Et nous avons noté également qu'au niveau de la sous-région, au niveau de l'UEMOA, quand même le Sénégal fait montre de bons élèves. Parce que c'est quoi? C'est 4,9% de son PIB comparé justement aux autres pays. Alors nous avons d'ores et déjà une question. Avec autant d'efforts, des chiffres qui sont carrément parlants, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que justement, au niveau du système éducatif, nous avons comme l'impression qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont dans des abris provisoires, qu'il y a un manque d'enseignants? Donc, la question c'est, est-ce que ces financements s'adressent justement aux bonnes questions ou aux bons problèmes pour pouvoir justement les pallier? Pour cela, je vais commencer par notre ami justement de l'ADA, M. Sall. Quelle est votre lecture sur ces chiffres que justement je viens de partager avec l'auditoire? Voilà, merci bien M. Paré. Je suis à l'aise pour parler de cela, pour avoir officié dans des établissements où il y a eu effectivement ces abris provisoires. Naturellement, l'État du Sénégal fait énormément d'efforts dans le cadre de l'éducation. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au budget qui a été voté cette année, de plus de 10% par rapport à l'année dernière. Mais force est de constater que la plupart du budget, donc la majeure partie du budget en tout cas, est consacrée au fonctionnement. Au niveau des investissements, cela représente une part minime, donc en tout cas de ce budget. Faudrait en tout cas renverser la tendance. Bon, bien sûr, les besoins sont là, énormes. Vous avez parlé de 8000 enseignants qu'il faudra recruter. Donc, la majeure partie de ce budget, ce sera nécessairement du salaire, etc. Donc, il faudra en tout cas que la part de l'investissement dans ce budget soit en tout cas augmentée de manière conséquente pour faire face à ces abris provisoires. Naturellement, bien sûr, vu également l'augmentation continue de la population, bien sûr, il faudra aussi, en tout cas, élaborer des stratégies pour prendre en charge, en tout cas, ces différents besoins auxquels l'éducation nationale doit faire face à l'avenir. Super, merci beaucoup. Alors, Madame Nathalie? Alors, hier seulement, on en parlait dans une autre rencontre stratégique et on s'est rendu compte que sur les 600 milliards annoncés, il n'y a que 31 milliards alloués aux investissements pour l'année 2023. Et dans ces 31 milliards, il n'y a aucune ligne, à tout le moins pour l'instant, sur le préscolaire. Tout ce qui est école maternelle ou case des tout-petits selon la direction qu'on considère. Et je confirme ce que dit le professeur Sall. Une bonne partie, voire 90% de ce budget-là est géré et affecté au coût de fonctionnement. Mais au niveau de ActionAid, on voudrait quand même faire le distinguo entre ce que nous appelons fonctionnement et ce que nous qualifions d'investissement. Parce que fondamentalement, pour nous, l'enseignant est un intrant inséparable de l'éducation. On ne peut pas parler d'école s'il n'y a pas d'enseignant. Ce n'est pas envisageable. De la même façon que ceux qui nous bâtissent les routes ne peuvent pas parler de routes s'il n'y a pas de bitume, de routes goudronnées, s'il n'y a pas de bitume, s'il n'y a pas de machines. De la même façon, l'éducation ne peut pas fonctionner sans enseignants. Donc la question que nous mettons sur la table actuellement, c'est est-ce qu'il ne faut pas requalifier la question de la masse salariale, la question du recrutement des enseignants en investissement également. D'une part, ça permettrait de répondre à une partie de la question que nous posons, de savoir où va l'argent
où vont les efforts que l'État du Sénégal fournit pour maintenir l'éducation parmi les priorités. L'autre élément qu'il nous faut regarder également, c'est la question de la gouvernance de façon générale, la problématique de la corruption. Parce que même au niveau central, ce n'est pas toujours très évident. La problématique de la décentralisation du budget. On est tous d'accord sur la question des abris provisoires. Il y a eu un programme il n'y a pas longtemps sur les abris provisoires qui s'est arrêté et qui a été lancé à grand bruit et qui a disparu vraiment très silencieusement. Et on a le sentiment même que ça a décuplé les abris provisoires. Alors qu'on continue de mettre la pression, on continue d'augmenter le budget. Donc, pour nous, la question de la transparence dans la gouvernance de ces ressources-là fait partie des problèmes pour qu'on ait un système éducatif fort et résilient. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Alors, très cher Monsieur Sinan. Moi, ce que je peux dire, c'est que, toutes choses étant égales, par ailleurs, si on compare les efforts du gouvernement du Sénégal par rapport aux pays de la région, je peux dire sur la base des repères internationaux qui ont été définis, qui sont du moins de consacrer à peu près 4 à 6% du PIB et ou au moins 15 à 20% du budget public, des dépenses publiques totales à l'éducation, je crois que le Sénégal est des meilleurs élèves, si on compare dans la sous-région. Maintenant, le problème, c'est que, ça tout le monde le sait, le diagnostic est fait, tout le monde est conscient que le secteur de l'éducation, c'est un secteur qui est sous stress, qui est soumis à, je veux dire, à la démographie du pays. Les problèmes sont relativement systémiques, dans le sens où il y a une forte demande d'offres, il y a une forte demande d'accès au secteur, dans le système éducatif. Et que ce que je peux dire de là, c'est que les engagements du gouvernement du Sénégal, à mon sens, sont sur la bonne voie. Et l'année prochaine, ou du moins on va commencer là maintenant, mais au plus tard, vers la mi-mars l'année prochaine, il y aura un rapport qui est ce qu'on appelle le RESEN, qui est le rapport d'État sur le secteur de l'éducation au Sénégal, qui permettra en fait de faire une photographie réelle de où est-ce qu'on en est exactement par rapport à toutes ces questions. Et puis à partir de là, il va y avoir des réflexions beaucoup plus poussées sur la revue du programme actuel du paquet, qui est le programme sur la qualité de l'éducation au Sénégal, 2018-2030. Et la revue de tout ça va permettre de mettre les cartes sur la table et d'essayer d'identifier les vrais problèmes que pose le secteur de l'éducation en termes de financement. Mais le financement, en fait, c'est un financement qui vient en appui à une demande. Vous voyez, donc le financement adresse le problème de l'offre, mais en fait, il y a une demande forte qui est du fait que chaque année, il y a des enfants qui tapent dans les portes des établissements scolaires pour avoir accès à l'éducation. Et c'est dynamique. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que les efforts qui sont faits par le gouvernement du Sénégal, on connaît la répartition du budget, on sait qu'il y a une grande composante, c'est enseignant, ça a été dit, la partie investissement, mais il y a des efforts qui sont faits. Et je pense que dans la discussion, on va y en venir sur les questions relatives à l'appui venant des partenaires extérieurs également. Mais tout ça, ça rentre dans la masse des ressources qui sont mises à disposition pour le secteur de l'éducation. Mais pour me résumer, le Sénégal, c'est un des meilleurs élèves de mon point de vue dans la sous-région. Le gouvernement a fait d'énormes efforts, ça il faut les saluer. Il ne faut pas juste regarder le côté un peu, disons, qui ne marche pas ou qui n'est pas suffisamment comblé par les efforts nationaux, mais en même temps encourager. Moi, c'est un message plutôt d'encourager, de rester dans cette même voie. Et puis de faire en sorte que les partenaires qui accompagnent le pays, aussi bilatéraux, multilatéraux, que les institutions autres, qu'on peut appeler les fondations, les ONG qui accompagnent le Sénégal pour développer, pour faire en sorte qu'il y ait des facilités d'accès au secteur éducatif et que le système répond aux objectifs définis par le gouvernement du Sénégal. Et je pense que c'est cela, il faut mettre comment dirais-je, des efforts, des messages d'encouragement. Je le verrai plus dans ce sens.
Nous avons organisé justement à la seconde série de WACTAN, il était question de la formation, surtout au niveau du système éducatif, comment le faire pour qu'il soit plus performant, qu'on ait des enseignants de qualité et une formation aussi, j'allais dire, adaptée, n'est-ce pas, aux besoins du marché. Et ça a été dit sur ce plateau qu'effectivement, il y a une forte demande et donc aussi, il y a un besoin d'être aligné. Alors nous avons juste envie de poser cette question parce que ce point aussi, l'élément qui est ressorti des conversations, c'est que nous pouvons comprendre que le budget, c'est un budget de fonctionnement et d'investissement. On peut juste les séparer en ces deux lignes. Alors, le point ici, c'est quel est l'effort que chacune de vos organisations vous faites pour justement, on ne va pas s'appesantir sur le budget de fonctionnement, mais sur le budget d'investissement. Donc, quelle est votre contribution en tant qu'organisation qui est justement autour de cette table, parce que le constat, il est là. Et je le dis parce que nous avons eu justement le représentant de la COSIDEP qui nous a fait part d'un travail qu'il a eu à commencer, et ça c'était dans les années 90, où il avait fait un diagnostic, et force est de constater que les problèmes qu'il avait identifiés en son temps déjà demeurent encore. Donc aujourd'hui, le point c'est vous, quelles sont vos contributions? Alors, j'aimerais commencer par M. Sinan, oui, mais merci en tant que beaucoup. PTF. Merci beaucoup. Bon, je ne me permettrai pas de parler au nom de PTF, mais je vous ferai part des connaissances, des informations que j'ai à ce sujet. Bon, comme vous le savez, hein, l'UNESCO, ce n'est pas une institution de financement, mais c'est une institution multilatérale qui travaille beaucoup plus sur des questions normatives et qui fait aussi des activités opérationnelles pour faire le plaidoyer auprès d'autres partenaires qui sont beaucoup plus outillés pour ça, pour accompagner les pays dans ce qu'on discute ici sur le financement du système éducatif. Ce que je peux dire, c'est que de plus en plus, ça tout le monde le sait, je crois que même le président de la République du Sénégal l'a dit, Son Excellence M. Macky Sall a dit qu'il faut de plus en plus recadrer la formation aux besoins du marché. Donc il y a une volonté nationale ici de faire de plus en plus des formations en fait, qui répondent aux besoins du programme Sénégal émergent, beaucoup plus que des formations classiques telles que nous, on les a connues et qui sont plus ou moins la partie la plus importante des formations qui sont offertes au niveau des pays. Ça, c'est tout à fait logique. Et je pense que pour parler de l'UNESCO insiste beaucoup sur les questions relatives au TVET, bon, pour dire faire la formation professionnelle. Et les exemples de par le monde le démontrent, hein, que les pays qui ont réussi à faire la transition en passant d'un pays à moyen, un pays à revenu pauvre, comme on peut dire, à faible revenu, à un pays à revenu intermédiaire, cette dynamique économique s'est accompagnée avec la transformation du système éducatif, une adaptation de la formation aux besoins du marché. Et je pense que c'est un peu, c'est dans ce sens que le gouvernement du Sénégal s'est inscrit, et une institution comme l'UNESCO, comme d'autres partenaires bilatéraux qui sont ici au Sénégal, œuvrent et travaillent dans ce sens. Pour donner juste un exemple, la coopération luxembourgeoise travaille énormément sur ces questions-là, et d'autres coopérations telles que la coopération française à travers l'Agence française de développement, d'autres institutions multilatérales comme l'UNIDI, vous le savez, hein, la FAO ou d'autres institutions des Nations Unies travaillent un peu sur cette idée que de plus en plus, il faut qu'il y ait une offre de formation qui soit multiniveau, mais qui réponde aussi aux besoins de l'économie nationale et du plan Sénégal émergent. Merci, M. Sinan. Alors oui, Madame Nathalie. Alors pour ActionAid, on s'inscrit déjà dans le contexte du plan Sénégal émergent, qui est le cadre politique pour toute organisation qui souhaite intervenir au Sénégal. Et on est à différents niveaux de partenariat avec le secteur de l'éducation, au niveau central et au niveau local. Et le premier focus pour nous, c'est déjà de regarder comment c'est accompagner l'État dans la mise en place de systèmes de gouvernance transparents et inclusifs. Donc, on fait du renforcement des capacités, on les aide dans la génération de données,
pour permettre une adaptation des politiques publiques de l'éducation au contexte qui est très changeant, comme M. Sinan l'a dit. Et on essaie de renforcer aussi le lien entre les instances de décision et les acteurs communautaires de l'éducation. Pour nous, c'est essentiel. On ne peut pas parler de l'école de la communauté dans le paquet, dans le plan Sénégal émergent, et ne pas créer un espace où la communauté contribue à la gouvernance de l'école à tout point de vue, que ce soit au niveau financier, que ce soit en termes de gestion pratique, de l'accompagnement du canton Moret, etc., etc. Donc on accompagne les comités de gestion des écoles au niveau primaire et au niveau secondaire également. On les capacite et on leur facilite l'accès à l'information publique pour les aider à la décision. On accompagne également l'État sur les questions de violence dans l'environnement scolaire avec une priorité accordée à l'éducation des filles. C'est malheureusement devenu un défi, bon, on le qualifie de défi émergent, mais il n'est pas si émergent que ça, parce que c'est des choses qui étaient induites par les normes sociales, par la culture du silence, et donc on n'en parlait pas. Certaines régions aujourd'hui au Sénégal sont reconnues endémiques à cause du taux de violence dans l'environnement scolaire. Les taux de grossesse explosent également dans ces zones-là. Et ce n'est pas forcément des agendas que l'État portait dans sa modélisation de l'école, parce que peut-être c'était à des échelles trop micro pour y regarder. Et on invite, on aide l'État à créer, à mettre cela en lumière et à accompagner le maintien des filles à l'école. Ça, vraiment, c'est fondamental pour nous. On ne peut pas avoir 52% de la population sénégalaise qui est féminine et puis ne pas faire de l'agenda autour de l'éducation de la fille une priorité. Et notre dernière contribution, c'est sur, naturellement, la qualité des infrastructures résilientes au changement climatique, des infrastructures proches des communautés et des apprenants, des infrastructures adaptées à tous les besoins, autant que faire se peut, bien entendu, le monde n'étant pas parfait, aux besoins des apprenants et des enseignants. Voilà, merci bien, M. Paré. ADEA, en fait, est une organisation qui intervient beaucoup plus au niveau institutionnel, au niveau des ministères. Nous intervenons beaucoup dans le cadre du paquet F, c'est-à-dire le programme de qualité, l'équité et la transparence dans l'éducation et la formation, donc qui est une composante du plan Sénégal émergent. Donc, et nous appuyons également les personnels du ministère à partager avec leurs collègues à travers des rencontres internationales, donc avec leurs pairs, donc les différentes expériences à même donc de booster en tout cas l'éducation au niveau du Sénégal. Parce que la philosophie de l'ADEA, c'est qu'il ne faut pas qu'on aille chercher ailleurs ce qu'on peut trouver chez nous. À côté en Afrique, il y a certainement des expériences que l'on pourrait partager et qui pourraient permettre au secteur de l'éducation en Afrique de beaucoup avancer. Et également, on intervient également au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur qui héberge donc le pôle de qualité et également au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, quand on sait aujourd'hui qu'il y a un besoin énorme de formation pour avoir les ressources humaines qualifiées, en tout cas, pour faire avancer beaucoup de choses donc dans nos pays. Et ADEA donc appuie en tout cas, voudrait appuyer les ministères, en tout cas, à pouvoir élaborer des cadres stratégiques à partir, comme l'a dit tout à l'heure M. Mohamed, donc à faire des revues et de voir à quel niveau on se situe pour pouvoir, en tout cas, élaborer des cadres stratégiques qui permettent, en tout cas, de définir une politique et également de pouvoir faire avancer, en tout cas. Alors, pour rappel, nous sommes à la 3e édition de l'émission Waktan. Et cette émission a pour objectif, justement, de réunir des leaders d'organisations pour réfléchir et venir avec des solutions innovantes. Et de fait, je souhaiterais vous poser une question à chacun de vous. Aujourd'hui, dans la démarche de structuration du budget, quelle serait pour vous la meilleure des approches? Parce que
force est de constater, quand nous vous avons écouté, il y a une bonne partie quand même de la structuration de ce budget qui s'adresse justement au fonctionnement, et il serait intéressant d'aller vers l'investissement. Alors, c'est vrai que c'est une question assez lourde parce qu'effectivement, cela implique des parlementaires. On n'a pas de parlementaires ici, mais nous disons que vous, en tant qu'acteur justement clé de ce système éducatif, vous avez votre lecture d'une démarche idéale. C'est des propositions. C'est pour cela que nous avons dit c'est une tribune pour faire des propositions. Donc pour cela, je vais m'adresser à notre ami M. Sall. Pour vous, quelle serait la meilleure des démarches qui prendrait justement en charge toutes les préoccupations et on irait vers une meilleure structuration du budget adressé à l'éducation? Voilà, à mon avis, tel que d'ailleurs l'a dit tout à l'heure Mme Soumaoro, c'est-à-dire que quand on prend certaines composantes du budget, on pourrait dire que beaucoup est fait dans l'investissement, parce que quand on prend, comme elle a dit, les ressources humaines, c'est aussi un intrant, donc c'est également une part importante également du budget. Mais moi, ma philosophie, c'est que est-ce que l'État, en tant que tel, pourrait prendre en charge, vu ses moyens, les moyens limités, les différents investissements au niveau de l'éducation, parce que le chantier il est énorme. J'aime à dire chaque année au niveau universitaire, cette année on va inaugurer deux établissements au niveau de l'enseignement supérieur, les classes préparatoires aux grandes écoles. Il y a l'université Amadou Mokhtar Mbow qui va être inaugurée, mais à chaque fois qu'on inaugure, il y a également, c'est des investissements qui ont été faits, mais le besoin reste là encore. Donc il faudrait faire appel à d'autres types de financements qui permettront en tout cas de soutenir ce flux d'étudiants comment dirais-je, qui arrivent au niveau de l'enseignement supérieur. On prend par exemple, je prends comme exemple en Tunisie où on peut avoir 100 000 bacheliers qui sont dans les universités, mais là au Sénégal, on a 75 000 bacheliers, mais ça pose toujours problème parce qu'il faudra toujours construire des universités, etc. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver d'autres sources de financement qui permettront en tout cas de prendre en charge ce volet investissement parce qu'on sait avec les maigres moyens que nos États ont, est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre en charge complètement, et c'est sur cette piste-là, moi je pense qu'il faudra trouver des solutions qui permettront en tout cas de faire avancer les investissements au niveau de l'éducation de manière globale. Merci beaucoup, M. Sall. Oui, Mme Nathalie? En termes de démarche dans le développement ou la planification du budget, je pense qu'il serait bon qu'on regarde déjà à l'inclusivité et à l'approche participative du budget. Il est vrai que l'Assemblée nationale est l'organe qui vote le budget, mais avant d'arriver à l'Assemblée nationale, comment est-ce que la présidente ou le président du comité de gestion du dernier village de Matam a pu contribuer à ce budget? Comment est-ce que les jeunes, et il aurait été peut-être bon que nous ayons un jeune à cette table pour qu'il puisse parler de l'éducation selon sa perspective à lui, comment est-ce que les jeunes participent au développement de ce budget? Comment est-ce que les chefs de service au niveau décentralisé contribuent à ce budget? Parce que finalement, le premier bailleur, et tous les rapports du paquet le signalent chaque année, le premier bailleur de l'éducation, finalement, c'est le parent. Mais comment le parent participe à l'identification de ces 600 milliards? Et ça va nous emmener aux questions de prise en compte des femmes et des filles, la prise en compte des personnes vivant avec des besoins spéciaux, etc., etc. Il faut reconnaître à l'État du Sénégal que beaucoup d'efforts sont faits à ce niveau-là. Beaucoup reste à faire, mais beaucoup ont été faits. Et pour nous, un des éléments d'encouragement que nous mettons sur la table, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas considérer que les 90% du budget vont au fonctionnement. Parce que dans le pacte de fonctionnement qu'on décrit, il y a le corps enseignant
qui est, comme je le disais tout à l'heure, un intrant principal. Donc, si on sort la masse des enseignants de la qualification de fonctionnement, on verrait peut-être que le budget du fonctionnement de l'État, du ministère, n'est pas aussi extraordinaire qu'on le dit. Et c'est notre façon à nous de soutenir l'État du Sénégal, le bon élève. Et on est content de travailler au Sénégal parce qu'on est chez le bon élève, de le soutenir, de démontrer vis-à-vis des partenaires bilatéraux, des institutions financières qui assurent la garde un peu sur les masses salariales, de leur faire comprendre que l'État a fait des efforts et qu'il y a besoin aussi de revoir les politiques que nous appliquons à la gouvernance du budget. Donc pour nous, il faut adopter une approche participative et transparente, il faut adopter une approche inclusive et il faut requalifier, il faut envisager de requalifier la nomenclature budgétaire autour de l'éducation. Merci. Alors, monsieur. Oui, en fait, pour répondre à la question, pour contribuer, je suis d'accord avec ce que mes deux prédécesseurs ont dit, mais il y a une chose importante à avoir à l'esprit, c'est-à-dire que le financement de l'éducation, c'est vrai, il y a la partie budget de l'État qui est souverain, qui répond à des procédures qui sont liées à la législature du pays, à des procédures institutionnelles propres au pays. Mais en même temps, comme l'a dit Mme Mauro, c'est qu'il ne faut pas oublier que la contribution essentielle dans le secteur de l'éducation, ce sont les ménages. Ça, c'est une partie qui est souvent oubliée dans le grand paquet du financement du système éducatif. C'est-à-dire, si on faisait une enquête ménage ici, et il y a eu des enquêtes ménage, on se rendrait bien compte tout de suite que la partie essentielle du financement du budget de l'éducation vient des familles elles-mêmes. Ça, c'est un. Et puis, il y a une deuxième chose auquel je voulais, en complément à ce que les collègues ont dit, pour ne pas qu'on répète les mêmes choses, c'est de dire qu'il y a les acteurs non étatiques du système éducatif qui sont ici. Ça se voit. C'est pas une caractéristique d'un pays unique, comme le Sénégal uniquement, mais c'est de plus en plus, on se rend compte qu'il y a de plus en plus dans le système éducatif ce que l'UNESCO, dans le rapport qui a été publié il y a 2 ans, qui s'appelle les acteurs non étatiques du système éducatif. Pour simplifier, c'est les établissements privés et autres. Ça, c'est une partie, au fait, du système que personne ne peut quantifier en termes de contribution. Donc, si on veut regarder quelle est la masse critique des ressources mises dans le secteur de l'éducation, en plus de l'effort énorme du gouvernement du Sénégal pour mettre presque 25% des ressources publiques dans le système, il y a les ménages, et puis il y a aussi ce qu'on peut appeler les acteurs non étatiques. Pris ensemble, ça vous donnera une idée de volume, en fait, de contribution, d'effort qui est fait par la communauté dans son entièreté, qui est plus importante que ce qu'on annonce souvent comme étant ressources mises à la disposition du secteur. Ceci étant, il faut reconnaître encore une fois, les collègues l'ont dit, il faut reconnaître l'effort énorme qui est fait par le gouvernement, et puis il faut avoir à l'esprit que le budget est soumis à des contraintes. Tout pays a des ressources. L'éducation prend l'essentiel de ses ressources, mais il y a d'autres secteurs aussi. Okay? Mais maintenant, si on se concentre uniquement sur les secteurs de l'éducation, comme je disais, il faut aller un peu plus loin pour avoir une idée plus globale de l'effort collectif qui est fait dans le secteur. Je reviens, il y a effectivement la partie publique qui est la partie venant du budget de l'État, il y a la partie des ménages en termes de financement, et puis il y a une partie qui est là, plus ou moins sous forme d'angle mort, qui est la contribution des acteurs non étatiques, qui peuvent intégrer aussi bien les questions de coûts, parce que c'est des écoles, des établissements privés, qui peuvent intégrer des questions d'investissement, parce que les établissements privés eux-mêmes investissent dans les infrastructures, qui peut inclure également
très probablement certains établissements, j'imagine, reconnus par l'État qui reçoivent des subventions de l'État. Je voudrais juste rebondir sur une question fondamentale qu'il a soulignée tout à l'heure, c'est la quantification des moyens qui sont mis au niveau de l'éducation. Donc, il disait tout à l'heure qu'on ne peut pas savoir. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été investies là-dedans. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui de faire, en tout cas, une cartographie de tous les investissements qui ont été faits dans le secteur, que ce soit dans l'enseignement privé, que ce soit dans l'enseignement informel, formel, etc., que les gens puissent avoir une idée, en tout cas, de ce qui est mis et pour pouvoir, en tout cas, développer des politiques hardies pour soutenir les investissements qui sont faits. Effectivement. Donc, est-ce à dire qu'aujourd'hui, les efforts sont en fait éparpillés, qu'il n'y a pas une synchronisation d'action, par exemple? Est-ce votre lecture? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de synchronisation, parce que c'est aussi une des choses qu'il faut reconnaître à l'État du Sénégal, c'est qu'il y a un énorme effort de dispositif organisationnel autour de l'éducation. Il y a la décentralisation, il y a les pôles ou les services dédiés, etc., etc. Mais je pense que c'est plutôt une question de mise en cohérence de tout ça à un moment donné du processus. Par exemple, avec la COSIDEP, qui est la coalition nationale des acteurs de l'éducation, on a contribué à une étude sur la privatisation de l'école et la marchandisation même de l'école. Et une des informations que nous avons eues à travers cette étude-là, c'est que même l'État du Sénégal a un accès difficile au secteur privé de l'éducation. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas une vue claire sur ce qu'on y fait, alors que, comme M. Sinan le dit, il y a énormément d'investissements dans le secteur privé de l'éducation. Mais comment est-ce qu'on positionne ce secteur privé de l'éducation comme complémentaire du service public de l'éducation? Parce que c'est aussi ça notre agenda. Garder le caractère public et accepter la délégation du service public au secteur privé. Mais on est à un point où c'est un vrai défi pour l'État du Sénégal de savoir ce qui se passe dans le secteur de l'éducation. Lors de certaines des rencontres, les responsables de ces établissements nous ont dit « Je peux refuser que le ministre de l'Éducation rentre dans mon espace », ce qui est juste inacceptable. Ça, c'est même pas envisageable. C'est un service public exclusif de l'éducation. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas de vue là-dessus. Donc, si on réussit à mettre en place un système qui redonne la puissance publique de l'État à l'État sur tout ce qui concerne l'éducation et la formation, on aura plus de vues et on verra qu'il y a des opportunités à ce niveau-là pour soulager le système, aussi bien les parents que l'État lui-même en tant que bailleur de l'éducation. Donc, cette mise en cohérence-là, il nous faut la continuer. On a déjà la revue sectorielle de l'éducation qui a lieu chaque année. Mais la façon dont nous organisons la revue continue de rester problématique, mais au moins cet espace-là existe. Donc, comment faire pour l'améliorer, pour qu'à un moment ou à un autre, tous les acteurs se retrouvent, chacun puisse mettre son morceau de contribution sur la table et que l'État du Sénégal puisse dire « voici qui fait quoi dans mon dispositif » permettant aux partenaires multilatéraux, au système des Nations Unies, de voir, d'apprécier en vrai la performance du pays. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment que ce soit éparpillé, mais c'est juste une mise en cohérence, je me répète, de tout ce qui existe autour de l'éducation. Votre lecture de cela? Oui, en fait, elle a raison, c'est-à-dire que la mise en cohérence est nécessaire. Et là aussi, comme tout problème, c'est de faire l'analyse situationnelle. Et je pense qu'il y a une occasion qui est offerte, c'est-à-dire qu'il va y avoir la revue du paquet dans son ensemble. Il va y avoir un pacte partenarial qui va être développé au Sénégal pour mettre autour d'une table l'ensemble des partenaires sur les sujets majeurs ou sur les actions majeures identifiées par le Sénégal qui peuvent transformer le système. Et il est clair que l'éducation en tant que telle, c'est assez complexe. Ça, il faut le reconnaître. L'éducation concerne tout citoyen.
chacun a son opinion sur ce qui se passe, chacun veut agir dans le bon sens, mais il est évident qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une lecture où au moins la partie nationale puisse avoir une idée très claire de qu'est-ce qui se passe dedans, qui fait quoi exactement. Quand je dis qui fait quoi, ça peut être même dans le contenu de ce qui est dispensé comme enseignement. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est ça. Bon, je pense que des opportunités sont là au courant de cette année, faire la fin de cette année, début de l'année prochaine, pour avoir une idée très claire de tout cela. Mais il ne faut pas oublier également que dans ce secteur-là, plus spécifiquement, il y a ce qui se passe au niveau national, je veux dire par rapport à l'offre éducative, etc. Mais il y a aussi une autre dimension qu'on oublie souvent. On forme souvent, ce n'est pas caractéristique, ce n'est pas spécifique au Sénégal, c'est presque dans tous les pays, disons, africains. On forme des gens, après, ils arrivent à un certain niveau, ils quittent le pays. En fait, ce sont des ressources. C'est-à-dire, la question, on peut se poser la question dans l'autre sens. Dans l'efficacité du système, on peut se demander que l'effort qui est fait par le gouvernement, par les ménages, par les familles, par l'ensemble de tous les acteurs, cet effort-là aboutit à quoi? Est-ce que les formés sont disponibles pour servir l'économie nationale ou sont partis ailleurs? Ça, c'est une question, par exemple, qui, de mon point de vue, en termes d'efficacité, on parle souvent de l'efficacité interne du secteur, mais il faut regarder ça de façon externe aussi. C'est une question qui doit être posée aussi autour de la table. Parce que ces efforts-là, 25% des ressources publiques dans un secteur, il faut regarder après qu'est-ce qui se passe après. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, c'est bien pour un pays. Ici, je sais que vous exportez même des professeurs aux États-Unis, entre guillemets. Donc, c'est bien. Mais en même temps, c'est à la base, ce sont des gens formés par les ressources publiques du Sénégal, mais qui servent l'image du Sénégal à l'extérieur, mais qui ne servent pas forcément directement le pays et qui ne font pas un retour direct au bénéfice des enfants de ce pays. C'est un très bon point. Par rapport à ce qu'il vient de dire, je crois qu'il est difficile de normer, en tout cas, cette fuite, comme on le disait avant, du cerveau vers l'extérieur. Nous, par exemple, en enseignant, au début, on s'engageait à servir l'État pendant 15 ans. Donc, on se dit qu'au bout de 15 ans, nous, en fait, l'investissement, peut-être que l'État avait fait chez nous, en fait, on l'a entre guillemets remboursé et qu'on pourrait aller peut-être monnayer nos talents ailleurs. Mais je crois que c'est une question de, je n'aimerais pas trop utiliser le mot, c'est une question de nationalisme. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens, en tout cas, soient imbus de leur pays pour pouvoir, en tout cas, comprendre que ce qu'ils vont faire ailleurs, c'est d'autres générations d'Africains, je dirais, qui vont perdre au change. Donc il faudra que chacun, en tout cas, prenne la juste mesure de l'investissement qui a été fait sur lui pour pouvoir un tout petit peu rendre l'appareil à son pays et au peuple africain. Alors, je pense une des dernières questions, c'est s'il y avait lieu aujourd'hui de changer de paradigme sur cette question, surtout des financements en général, pas de financement, mais de financement lié à l'éducation. Pour vous, quel serait justement ce paradigme à changer, M. Sall? Peut-être 3, parce qu'encore une fois, c'est un cadre de réflexion, de proposition, pour que justement les décideurs ou d'autres puissent partir là-dessus. Allez-y, s'il vous plaît. En fait, comme on le dit souvent, l'État investit beaucoup par rapport à l'éducation. On a parlé tout à l'heure des enseignants. D'autre part, il y a également les étudiants. Quand on prend le Sénégal, où il y a presque tous les étudiants, depuis l'avènement du président Macky Sall, qui sont boursiers. Donc, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres façon de procéder. Dernièrement, j'ai reçu une représentante d'une organisation internationale, Chanson International, qui officie dans des pré-bourses. C'est-à-dire que là, l'organisation investit au niveau de l'étudiant et après sa formation, il est tenu de rembourser. Donc, jusqu'à une certaine
échelle. Donc, voilà des éléments qui permettent, par exemple, au niveau des bourses des étudiants, c'est-à-dire que l'État, peut-être en récupérant une partie de la bourse des étudiants, donc pourrait l'investir dans la recherche, par exemple, qui permettrait également de faire avancer les choses. Non, je ne dis pas qu'il faut éliminer les bourses, mais il y avait des critères à l'époque pour bénéficier d'une bourse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que tout étudiant qui a le bac, etc., qui accède à l'université, est presque automatiquement, bénéficie automatiquement d'une bourse. Donc, c'est des pistes qu'il faudra chercher. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire des pré-bourses aux étudiants, par exemple, qui leur permettent en tout cas de... maintenant, d'autres également, je prends des organisations, des fondations telles que Bill et Melinda Gates, etc., qui fournissent des fonds à l'éducation. Je dis qu'en Afrique, il y a également des possibilités. Ce n'est pas les fortunes qui manquent ici pour pouvoir investir également dans l'éducation. Mais on fait un peu dans le sensationnel, etc. Mais il faudrait que ce soit des projets rentables pour... ce qui se fait est rentable, bien sûr, mais en tout cas, au niveau de l'éducation, je crois qu'il n'y a pas meilleur investissement que l'éducation. Donc, que des fortunes mettent en place des fondations qui permettent d'investir également dans l'éducation. En fait, les pistes, je crois que le temps, il est un peu truc. On a beaucoup de choses sur ça, sur des possibilités. En tout cas, je crois que les échanges ne s'arrêtent pas là aujourd'hui. Donc, les gens continueront à échanger, mais il faudra en tout cas que le privé également puisse également investir dans l'éducation. Aujourd'hui, il y a un besoin énorme de ressources humaines. C'est-à-dire que les universités, le secteur privé pourrait également intervenir dans l'éducation en se disant, voilà, moi j'ai besoin de personnes ressources de telle qualification et voilà, je vais investir au niveau des établissements et en retour, donc, je vais recevoir le personnel adéquat. En tout cas, c'est différentes pistes sur lesquelles on pourrait, en tout cas, entrer et qui nous permettront peut-être de trouver des voies de sortie de cette situation. Merci, M. Sall, pour ces pistes. Oui, Madame Nathalie? Moi, en termes de changement de paradigme et ActionAid n'arrête pas de le dire dans le cadre de sa stratégie décennale, il nous faut, au niveau peut-être sociologique, anoblir à nouveau l'éducation. À un moment donné, on en a fait un livrable. Comme tout autre livrable, on a déprécié la valeur de l'enseignant, on a déprécié la valeur même de l'éducation et ça nous a conduit à tout ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, politiquement, sociologiquement, il est important que nos gouvernants, y compris le gouvernement du Sénégal, anoblissent de nouveau le secteur de l'éducation, qu'ils le rendent plus respectueux. Je me rappelle, une fois, on a organisé une activité en communauté dans le secteur de l'éducation. Et c'était une rencontre qui avait réuni presque une vingtaine de communautés. Et quand on a fini, le directeur de l'une des écoles est venu nous voir et il nous a dit « Est-ce que vous pouvez partir avec moi parce que mes élèves sont là à moto et ça ne présente pas bien que je marche devant eux pour aller jusqu'à la gare, pour aller prendre un véhicule. » Ça nous a fait de la peine. C'était un porteur de connaissances, quoi, qui se retrouvait tout petit en face d'élèves du collège, qui voulait encore garder sa dignité, quoi. Donc, il faut qu'on revoie cette perspective-là de l'enseignant. On a eu d'autres cas où un chef de village nous a dit « Je n'envoie pas mes enfants à l'école parce qu'ils sont sous abri provisoire. Je suis un chef de village. » Sociologiquement, il a raison. Il se voit comme un noble, un notable. Et son fils ne peut pas s'asseoir dans une paillote pour apprendre. Il ne le conçoit pas. Donc, et on ne l'a pas accompagné à l'accepter. Donc, comment on fait pour qu'il accepte que c'est parce que c'est un peu compliqué qu'on fait ça, mais c'est à court terme. Donc, ça, c'est deux. De deux, je pense qu'il faut aussi que nos États réfléchissent à la diversification des sources de revenus. Et ça nous ramène à la question de la gouvernance.
la lutte contre la corruption, les modèles fiscaux que nous avons, qui bougent très difficilement et qui portent beaucoup d'inégalités. Nous tous, la plupart de la population est logée à la même enseigne en termes de fiscalité, pendant que nous accordons des exonérations fiscales à ceux qui ont les moyens de payer. Et après, on se plaint qu'on est un peu stressé au niveau budgétaire, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Tous les recouvrements que nous faisons au niveau pays, que ce soit du secteur judiciaire, que ce soit du secteur des offices anticorruption, etc., etc., voici des ressources. Les ressources naturelles que nous célébrons aujourd'hui, bon, avec quelques réserves au niveau de ActionAid, mais qui vont quand même apporter une nouvelle manne financière. La peur de la population et de la société civile, c'est justement qu'on ne retombe pas dans ce travers-là où on va se retrouver avec de grosses voitures dans une certaine élite, au niveau d'une certaine élite, pendant que les abris provisoires continuent d'abonder, pendant que le secteur de l'éducation retourne encore en crise, etc., etc. Donc, parfois, le citoyen voit ce qui se passe, il entend. Donc, à un moment donné, ça crée une crispation. Donc, comment aider l'État à diversifier ses sources de revenus pour ne plus trop dépendre de l'extérieur? Il y a des possibilités en interne qu'il nous faut commencer à explorer. Et je pense qu'un des agendas de l'ODD 4, justement, c'est d'accompagner les États à renforcer durablement leurs mécanismes de financement domestique pour que, à l'horizon 2030, on puisse atteindre l'agenda de ne laisser personne en rade, où qu'il soit et quoi que ce soit qu'il fasse. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Voilà. Vous voulez, ok, allez-y, après. Allez-y. Non, allez-y. Voilà. Juste pour rebondir, c'est-à-dire sur le soutien que l'État doit avoir pour investir un peu dans l'éducation. L'ADEA avait, lors de la triennale de Dakar en 2017, lancé un fonds africain pour l'éducation. Et on souhaitait que les donateurs, les acteurs, l'UNICEF, l'UNESCO, les acteurs de l'éducation, d'action et autres, donc puissent apporter leur contribution, les bailleurs de fonds également, donc pour pouvoir mettre en place un fonds africain qui pourrait aider les États. Comme je l'appelle souvent, c'est une banque africaine de l'éducation qui pourrait en tout cas appuyer nos États dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure, les investissements. Si cela est fait, c'est-à-dire que l'État, on sait que les charges sont énormes. Hein. Il serait difficile de dire, voilà, par rapport aux moyens que nous avons sur place, donc beaucoup a été investi, est-ce qu'on pourrait arriver à ce qu'on veut. Mais maintenant, s'il y a un fonds africain qui permettrait en tout cas d'appuyer les États à investir dans l'éducation, je crois que ce serait que salutaire. Merci. Monsieur Sinal. Oui, moi je partirais de l'hypothèse que les États en général, notamment africains, auront du mal à dépasser 25% des ressources publiques, aller au-delà des 25% des ressources publiques pour le financement de l'éducation. J'ai du mal à imaginer cette capacité d'aller au-delà des 25% tout en sachant qu'il y a d'autres secteurs qui sont aussi dans le grand besoin. Ce que je dirais aussi, c'est que pour changer de paradigme, je verrais ça sous deux angles. C'est l'angle de financement, parce que c'est de cela où c'est oser, comme c'est marqué ici, oser inventer l'avenir. Je verrais ça beaucoup plus en lien avec du partenariat public-privé. Mais les débats sont là depuis très longtemps. Hein. Oui, les gens discutent de cela, des financements innovants dans le secteur. Il y a des fonds qu'on appelle les fonds verticaux qui ont été mis en place, notamment les fonds GPE, qui étaient le Fast Track Initiative avant. Il y a d'autres financements qui sont là. Education Cannot Wait, il y en a plein d'autres qui, pour juste rappeler très brièvement, tous ces fonds-là qui ont été imaginés pour l'éducation ont tiré les leçons des mécanismes qui ont été mis en place pour la santé. C'est pour dire que la santé aussi est devant la porte pour absorber l'essentiel des ressources publiques. Donc c'est assez complexe. Donc moi, de mon point de vue, je verrais beaucoup plus une démarche qui, dans le vocable commun, on dit partenariat public-privé. Mais cela renvoie beaucoup plus à la formation, de mon point de vue. Parce qu'en fait, comme l'État ne peut pas prendre en charge l'ensemble des besoins du secteur de la formation, en lien avec les besoins de l'économie, l'idée, c'est de faire la combinaison des deux. Et il n'y a rien à inventer. Hein. L'Allemagne est champion sur ça. Faire ce qu'ils appellent l'enseignement par alternance. L'idée, c'est très simple. L'idée, c'est de dire, on met ensemble
les entreprises et les systèmes de formation. Et on essaie à tous les niveaux, hein, ça c'est niveau secondaire jusqu'à un niveau d'ingénieur. L'idée c'est de dire, voilà, vous faites une partie des études, vous faites la théorie à l'université, en complément à la pratique vous faites chez nous, mais tout ça c'est dans les équivalents, c'est reconnu dans le système. Et de mon point de vue, je pense que, il me semble que c'est expérimenté ici aussi. De mon point de vue, c'est dans ce sens qu'il faut aller pour changer de paradigme. C'est-à-dire, l'éducation nationale n'est pas, du moins l'enseignement, la formation, n'est pas l'exclusivité du secteur public. Ça, c'était dans un temps, maintenant, les choses ont changé. La preuve, on a dit tout à l'heure qu'il y a les acteurs non étatiques du secteur de l'éducation qui sont ici, hein, je veux dire, qui sont reconnus à des universités privées, à des établissements privés. Pour répondre clairement à cela, je pense que c'est ce modèle-là qu'il faut aller dans. C'est la combinaison des deux, c'est-à-dire c'est la combinaison de faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de la théorie, hein, qu'ils apprennent les fondamentaux qu'on apprenne à l'école, et arriver à un certain moment, c'est la combinaison des deux, c'est-à-dire faire les fondamentaux à l'école et puis de l'application dans les entreprises. Et là, on a besoin du secteur qu'on peut appeler privé. Le débat est là, les sujets ont été abordés dans tous les sens. Je ne sais pas à quel niveau c'est porté ici en termes de réflexion, mais sur le plan international, les discussions, c'est là. Pour donner un exemple, un pays comme la France a complètement copié le modèle allemand. C'est de dire que voilà, on forme des jeunes qui nous coûtent, hein, parce qu'il faut voir, hein, un jeune en formation a un coût. Et à la fin, il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont copié le modèle allemand en disant, écoutez, à partir des moments, on essaye de combiner les deux. Vous faites la formation, vous avez l'accès en alternance dans l'entreprise, et les deux vous permettent, à la sortie de la formation, de pouvoir justifier d'une expérience professionnelle. Et vous avez déjà le pied dans l'entreprise, parce que pendant toute une période, vous étiez là. Moi, je verrais le changement de paradigme dans ce sens-là, et c'est le meilleur moyen de faciliter l'insertion. Parce que quand on dit ne laisser personne en rade ou ne laisser personne pour compte, c'est aussi bien lui donner les accès à la formation et lui faciliter aussi la préformation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est une réflexion qui doit être menée, et il me semble que c'est un peu, de ce que je lis ici ou là, c'est un peu la volonté, je crois, du gouvernement du Sénégal. Et je crois que le président de la République avait dit qu'il voulait que 30% d'une cohorte d'une génération, il me semble, puisse faire des études scientifiques. Mais moi, j'ai lu ça dans le sens où faire des études scientifiques, mais plutôt porter aux besoins de l'économie nationale. Et pour que cette transition puisse être faite entre la formation et l'accès au marché du travail, la combinaison en fait, des deux, hein, je veux dire le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Quand je parle du secteur privé, je ne parle pas nécessairement des acteurs du secteur de l'éducation, mais plutôt les entreprises, etc. Cette combinaison-là ne peut être que bénéfique vis-à-vis de la génération future. Je me suis rendu compte, il y a une question qui me taraudait depuis. Je m'étais abstenu de la poser, mais je vais la poser quand même. C'est sur le point des enseignants. Aujourd'hui, c'est vrai, on a parlé de masse salariale, mais est-ce qu'il y a une formation qui est faite justement pour capaciter les enseignants dans ce monde qui est en perpétuelle mutation, ou justement l'enseignant qui est le détenteur? En fait, c'est vos exemples qui m'ont vraiment ramené à poser cette question. Cet enseignant qui est le détenteur de savoir, qui doit pouvoir aussi s'adapter. Est-ce que réellement ils ont ces formations, les capacités, les outils à pouvoir être justement, j'allais dire, accompagner les enfants? Voilà, par rapport à la formation, je crois que beaucoup a été fait. Hein. Les dernières années, l'État a beaucoup recruté. Vous le dites, cette année, on va recruter quelques 8000 enseignants. Il sera difficile de pouvoir leur donner la formation adéquate. Ça va s'ajouter au gap qu'il y avait avant. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait quelques 4000 enseignants qui devraient être dans le moyen secondaire, donc qui devraient subir une formation. Et là également, il faudra qu'on fasse appel aux nouvelles technologies de l'éducation et de la formation, excusez-moi, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour
procéder à la formation de ces enseignants-là. On n'a plus besoin, c'est-à-dire que de sortir les enseignants des classes pour aller leur faire une formation, mais il suffit avec l'enseignement à distance de pouvoir les former de manière adéquate pour, en tout cas, qu'ils puissent subvenir aux besoins de l'éducation. Et bien sûr, il y a encore des réticences, mais ce n'est pas parce qu'il y a des réticences qu'il faudra s'arrêter là. Donc, il faudra que tout le monde, en tout cas, comprenne qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de ces nouvelles technologies-là. Il n'y a que ça qui nous permettra d'avancer et de faire les formations nécessaires en tout cas. Et c'est là un peu mon mot de la fin, c'est-à-dire autant des investissements sont faits dans l'éducation, moi mon cri de cœur c'est qu'il faudra qu'on investisse beaucoup dans l'enseignement à distance parce qu'aujourd'hui, on le dit assez souvent, ceux qui ne connaissent pas l'informatique, c'est ceux qui sont les analphabètes de ce millénaire ou de ce siècle. Il faudra en tout cas que des investissements soient faits au niveau de l'enseignement à distance pour qu'on puisse en tout cas un peu combler le gap sur le plan de l'éducation. Il faudra des investissements qui soient mis là-dedans. Il faudra également des directions, ce que je souhaite, des directions dans chacun des ministères concernés, donc qu'il y ait une direction dédiée à l'enseignement à distance pour que l'enseignement à distance soit pris comme partie entière de l'éducation et non pas quelque chose qui vient en palliatif par rapport à l'éducation en présentiel. Voilà un tout petit peu le mot que je voudrais dire à la fin. Merci beaucoup. Votre point sur les enseignants? La formation, oui, la formation des enseignants, pour nous, si elle ne constitue pas une priorité, autant dire qu'il n'y a pas d'école. C'est une espèce de boulet que nos États traînent depuis un moment, parce que justement, les plans d'ajustement structurel, les mécanismes de redressement auxquels ils ont dû faire face, les conditions qui accompagnent les prêts qui nous viennent du FMI ou de la Banque mondiale ont obligé du moins à déprioriser le secteur de l'éducation et à créer des espèces de court-circuits dans le dispositif de formation. Je suis enfant d'enseignante et je me rappelle tous les honneurs qui étaient rendus à l'enseignant quand il arrivait. Et je pense qu'on fait partie certainement des dernières générations de ceux qui ont eu l'honneur d'être formés par des gens qui ont pris le temps d'apprendre. Tout le monde n'est pas enseignant. Tout le monde n'est pas enseignant. Quand on prend les gens du préscolaire, je suis toujours impressionnée par les maîtres et les maîtresses du préscolaire qui gèrent les mini-pousses de 0 à 5 ans. C'est impressionnant comment ils arrivent à le gérer. Pourtant, j'ai des enfants à la maison. Mais comment gérer ces petits groupes de 25 qui ont l'énergie de 100 personnes en face avec une seule personne en face d'elle? Comment ils font? Donc, c'est dire à quel point c'est important la formation, c'est important la pédagogie. Donc, on peut mettre en place des infrastructures, on peut mettre en place des équipements. Si on n'y met pas des enseignants à qui on donne le temps de la formation, de l'apprentissage, on n'aura rien fait. Ça, c'est fondamental. Hier, on en parlait, il y a un agenda de prendre des bacheliers ou des universités dans les 8100 là. Et nous, on est en train de se positionner en face de ça pour dire à l'État, attention, on est en train de retourner vers le programme de volontariat qui a créé toute la crispation dont on espère être sorti depuis les derniers accords passés au cours de l'année 2022. Donc, c'est toutes ces questions-là que les mouvements syndicaux mettaient sur la table. La qualité de la formation qu'on leur donnait, l'espèce de manque de respect dont on faisait preuve de la compétence de l'enseignant. Donc, c'est important, dans la budgétisation, de se donner le temps et d'y allouer des ressources. Sinon, on va former des gens et l'exemple que M. Sinan nous donne ne marchera pas. Parce que même au niveau de la théorie, ça va être problématique. Donc, s'il va en entreprise, le gars, c'est un businessman. Il n'a pas besoin de bras cassés, excusez-moi l'expression, qui va devenir un problème pour lui. Donc, si ta théorie n'est pas qualitative, tu vas aller en entreprise, le modèle ne marchera pas.
Vous voyez? Donc, ce sera important que dans le dispositif qui sera, le dispositif actuel, et on espère que la revue du paquet va donner l'occasion de questionner ces éléments-là. Je sais que l'État a envisagé des contrats de performance pour le corps enseignant, pour s'assurer qu'il y a une mise à l'échelle, il y a une valorisation, ils ont mis en place des dispositifs de formation continue et tout ça, mais ce n'est pas encore assez. Et il nous faut continuer à faire des efforts là-dessus. Et votre dernier mot? Alors, innovons. Soyons audacieux pour l'éducation. Soyons audacieux. L'éducation n'est pas un bien sectaire. C'est notre quotidien, c'est mon affaire, c'est votre affaire, c'est l'affaire de M. Sinan. C'est dans notre quotidien. On a tous des enfants, des frères, des sœurs, des nièces, des cousins, des cousines qui vivent les défis de l'éducation. On ne peut pas rêver, construire une nation si on n'investit pas, si on ne respecte pas le secteur de l'éducation. On prend toujours l'exemple de l'Asie, le Japon. Je peux prendre le cas de mon pays, la Côte d'Ivoire. Il paraît qu'en 1960, on était au même niveau que le Japon, la Côte d'Ivoire. Le Japon fait partie du G7 depuis quelque temps, depuis un moment. La Côte d'Ivoire est encore pays émergent. Parce qu'à un moment donné, on a perdu de vue la question de la formation. Pendant que les autres pays, ils y mettaient tout ce qu'il faut. Donc, anoblissons, innovons et soyons audacieux. Individuellement d'abord et collectivement ensuite, pour une éducation de qualité qui, bien entendu, centralise les femmes et les filles. Merci. Merci. Oui, M. Sinan, le point sur les enseignants et votre mot de... Alors, sur les enseignants, moi, je pense qu'il faut réformer la profession d'enseignant, comme cela a été dit, et cela a été renforcé à l'heure du sommet sur la transformation du système de l'éducation par une déclaration des chefs d'État africains. Dans leur déclaration, ils ont clairement dit de la réforme de la profession d'enseignant en mettant l'accent sur la formation de qualité, ça a été dit, mais également sur l'utilisation de nouvelles technologies. Mais ça, on en a découvert après la pandémie Covid et la fermeture des établissements scolaires. Tout le monde en a pris conscience que ça, c'est une opportunité ou une voie à renforcer là-dessus. Je pense également que les enseignants, c'est eux qui constituent le pilier principal du système éducatif. On en parle beaucoup. Peut-être on peut dire qu'on ne valorise pas suffisamment le métier parce que c'est pas suffisamment payé, bien payé. Mais bon, tout ça, il y a un débat. Mais il faut valoriser la profession d'enseignant. Il est évident qu'aujourd'hui, vu la situation de la mise à post-Covid, il faut former les enseignants par rapport aux nouvelles technologies. Il faut également aussi s'assurer que tous les programmes, que ces programmes-là de développement soient à tous les niveaux. Voilà moi ce que je peux dire par rapport à cela. Et comme mot de fin, on le sait que l'année prochaine, il va y avoir la session ordinaire du sommet des chefs d'État africains pour l'Union africaine. Et la thématique de cette session, ça sera sur l'éducation. En fait, c'est sur l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre de l'appel du secrétaire général pour la transformation du système éducatif. C'est une opportunité, je pense de façon sur le plan continental, et les acteurs qui sont autour du secteur de l'éducation, de questionner tout ce que nous disions ici. C'est l'année, on dit c'est l'année de l'éducation, mais il va y avoir une session qui va porter sur ça, mais comme c'est l'année de l'éducation, il y a suffisamment d'espace pour tous les partenaires techniques et financiers, les acteurs du secteur de l'éducation, de se poser toutes les questions que nous nous posions ici, plus d'autres, sur essentiellement une chose, c'est comment transformer le système éducatif et que ça réponde aux besoins, aussi bien des apprenants qu'aux besoins de l'économie. Alors, merci très chers invités. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous avons pu noter justement quelques points essentiels qui sont ressortis des conversations. Nous avons compris qu'en matière justement de financement innovant du système éducatif, il y a lieu de faire appel au secteur public, c'est-à-dire l'État. Nous avons également la contribution des collectivités locales, bien entendu, de la société civile surtout, parce que oui, ça a été mentionné, les plus grands contributeurs en termes
vraiment de budget, c'est d'abord les parents. Et au-delà de ce point, il y a le secteur privé qui peut justement contribuer significativement. Mais l'environnement bancaire aussi peut jouer un rôle essentiel dans ce financement, dans la mesure où ce sont des acteurs incontournables qui aussi ont des mécanismes de financement qu'ils développent à leur sein. Sans oublier les partenaires techniques et financiers dont la contribution est significative. Mais l'une chose ressortie des discussions, c'est aussi important, au-delà de ces appuis budgétaires ou de ces questions de financement, la reddition des comptes. Il est important que, in fine, quand nous avons les soutiens, que justement, qu'on puisse rendre des comptes, qu'il puisse y avoir de la transparence dans les démarches. Mais tout ceci, nous ne pouvons arriver à une éducation de qualité que si nous avons des enseignants bien formés, et ça a été mentionné. La formation de l'enseignant est essentielle, est clé, parce que oui, c'est cet acteur qui justement met à disposition la connaissance à la disposition des élèves. Mais nous souhaitons soulever aussi un point essentiel dans la démarche qui est faite. Si chacun de nous, nous ne prenons pas la mesure du défi auquel nous sommes confrontés, cela voudra dire que tous ces efforts seront vains. C'est pour cela qu'il est important que chacun, de par sa communauté, où qu'il soit à son niveau, puisse aussi réfléchir à quelle pourrait être sa contribution. Et nous ne cesserons de le dire, nous sommes dans un monde changeant, où le changement est la seule constante. Donc il est important d'avoir aussi des individus, des hommes et femmes qui s'adaptent, et pour ce faire, l'éducation a un rôle central dans cette démarche de transformation. Oui, c'est important de pouvoir apporter des contributions à son niveau, de réfléchir et de mettre à disposition des solutions innovantes. Où que vous soyez, vous êtes acteur, vous pourrez faire vos contributions. Et c'est à cela que nous vous appelons. Alors nous vous remercions d'avoir suivi cette 3e édition de Waktan sur le thème de financement innovant de l'éducation et de la formation. Quelle stratégie? Nous avons été heureux d'accueillir sur ce plateau Madame Massiami Nathalie Soumaoro, responsable des politiques, des programmes et des politiques Security, Safeguarding à Action Aid Sénégal. Merci Madame. Merci. Et nous avions également sur ce plateau M. Abdoulaye Sall du pôle de qualité interpays sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique du démembrement de l'ADEA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. M. Sall, plaisir partagé. Et pour finir, nous avions également sur ce plateau M. Ali Mohamed Sinan, spécialiste en planification de programmes éducation à l'UNESCO. C'est un plaisir. Partagé. Merci. Alors, merci beaucoup à tous et à la prochaine.